Bienvenue sur le podcast de Lyon Sandel, un format audio pour découvrir ceux qui font bouger le territoire. Situé en Normandie, à 1 heure de Paris et 30 minutes de Rouen, Lyon Sandel est un territoire rural qui regorge de pépites. Découvrez ces hommes et ces femmes qui forgent le quotidien de notre région. C'est vrai que je fais des vases avec une fête de lapin. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Floriane Dudemaine-Fournol, alias Floppy Céramique. Passionnée depuis toujours par la création et la littérature, Floriane entreprend suite à une reconversion, une formation au pôle céramique Normandie. Dans cet épisode, elle nous parle de son métier de céramiste et de son goût pour les arts, mais aussi de l'aspect durable qu'elle s'efforce de mettre dans son activité. Véritable passionnée, nous découvrons l'univers enchanteur de Floriane, mais aussi la sincérité et l'authenticité qu'elle met dans ses œuvres. Rencontre avec une artiste. Donc ça se fait un bélier. C'est pour malaxer la terre. Je m'appelle donc Floriane Dudemaine-Fournol. Mon surnom c'est Floppy. J'ai donc créé l'atelier Floppy Céramique il y a 4 ans maintenant, dans la vallée de l'Indel, chez moi, dans un lieu dans lequel j'ai mes attaches maintenant, dans une jolie vallée verte à ras de pont. Et ce métier céramiste, il s'est imposé en fait un peu par un concours de circonstances. Le travail en fait de changement de vie a démarré avant la grande période Covid. En fait, j'étais bibliothécaire. J'étais dans ce monde du livre, qui est aussi fascinant, passionnant, sont des histoires, en bibliothèque sur Paris. Et donc, quand je racontais des histoires avec les livres, je prêtais des histoires. Vers 35-36 ans, en fait, en famille, on a voulu un peu changer de lieu de vie, changer de manière de vivre, et en fait j'avais besoin d'exprimer des choses créatives, et je ne pouvais pas via ce premier métier que j'adorais quand même, mais il me manquait quelque chose de créatif. Du coup on est parti. Je suis tombée amoureuse de la vallée de l'Andel qui est assez préservée, il y a la rivière, il y a la forêt, on est près de Rouen. Ces facettes multiples qui m'ont attirée là, je trouvais que il y avait une ambiance des bâtiments industriels un peu pas abandonnés, mais un peu désuets, un peu laissés comme ça dans son jus, avec une vie locale un peu préservée. Voilà, ça m'attirait tout en étant près de Paris, région parisienne, la famille, et près de Rouen. Donc en fait, c'était un bon compromis, la vallée de l'Andel, et je suis tombée amoureuse de la rivière et de tout ça. Dans mon parcours de vie, je mélange plusieurs passions. J'ai fait plusieurs métiers. J'ai fait des études de lettres et d'art en parallèle. Et en fait, je n'étais pas mûre pour exprimer tout à fait en création artistique ce que j'avais envie de dire. Mais en fait, j'ai toujours créé, que ça soit par l'écriture, par le dessin, la peinture, toute technique différente. En fait, j'ai besoin de raconter des histoires. Le média était différent, c'est-à-dire qu'en tant que bibliothécaire, ce sont des heures du conte, sont des récits, on écrit, on met en scène les livres, on met en scène son lieu culturel. Quand j'ai voulu aller vers quelque chose de plus créatif, le média terre n'était pas forcément le médium, le médium terre, c'était pas celui que j'avais en tête spécialement. Effectivement, j'ai toujours dessiné, peint, illustré, fait des choses, mais pour moi, sans avoir assez confiance en mon travail pour le présenter au monde, on va dire. Et je n'avais pas assez confiance non plus pour faire des études d'art quand j'étais jeune.
il a fallu attendre que j'ai mes enfants, ma première partie de vie, on va dire, pour pouvoir me dire mais je veux créer, et puis peu importe. C'est-à-dire même si ça plaît pas, même si c'est pas grave. En fait, c'est ça. J'ai une grosse peur du jugement d'autrui qui m'empêchait de créer ce que je voulais, et j'ai dû mûrir personnellement pour pouvoir faire fi de ça et dire je veux raconter des histoires, donc je vais le faire. Et en fait, c'est par hasard, même si la terre c'est quelque chose, un matériau qui m'a toujours attirée, j'étais pas spécialement dans le modelage et dans la sculpture en 3D, j'étais plus dans le 2D, dans le dessin, peinture. Et en fait, il s'est fait que j'ai intégré une formation longue au pôle céramique Normandie, donc soutenue par ma famille. J'ai fait allez, on y va, on va bien voir. Et en fait, j'ai adoré ce matériau, cette terre, son potentiel en fait. Et ma formation, elle était sur le tournage, le décor, les émaux, mais quelque chose plus orienté sur de l'utilitaire. Ce sont des techniques incroyables, anciennes, c'est quelque chose de durable. C'est ça qui me plaisait avec cette matière, c'est que c'est une matière qui dure dans le temps, qui va nous survivre. Donc on laisse des traces. Et par la terre, j'ai pu prendre confiance en fait dans le récit que j'allais exprimer. Donc ça a été long. En fait, c'est un chemin qui dure depuis, enfin voilà, c'est un chemin qui m'anime depuis toujours, mais qui a eu de nombreuses étapes et c'est seulement maintenant à 40 ans que je me permets et que je peux et que je prends plaisir et que je suis fière en fait de présenter mon travail, de faire raconter mes histoires en céramique, de faire rêver les gens. Alors, les doutes, on en a toujours, tout le temps. Le doute, c'est ce qui anime, je pense que chaque auto-entrepreneur et chaque artiste, chaque artisan, on doute à chaque fois, à chaque étape, mais c'est un besoin qui est plus fort que ça, et on a besoin de créer. C'est un plaisir aussi d'emmener les gens vers son histoire, son récit. On raconte quelque chose de nous-mêmes. En fait, surtout on va dire dans l'actualité, on a besoin de portes qui nous amènent à rêver, de portes qui nous amènent à plonger dans l'imaginaire, à s'évader. On a besoin de s'entourer d'objets, comme disait William Morris, à la fois beaux et utiles, des objets qui nous font faire ce petit pas de côté face à la réalité, et puis des objets qui nous font du bien, qui peuvent juste nous être récréatifs, juste être décoratifs, ou symboliser une histoire, symboliser des attitudes, symboliser des êtres chers. D'être artisan d'art, ça m'a beaucoup aidé. Je ne me vois pas artiste. Enfin, je ne me vois pas. Maintenant, je commence à pouvoir me dire, oui, je crée des objets qui sont des sculptures qui racontent une histoire en soi, sans utilité domestique. Mais pendant longtemps, je n'ai pas pu me dire artiste. D'être artisan, c'est tout un réseau qui te soutient. C'est ce qui m'a permis de passer le cap de la création. Pour la petite moi de 17 ans qui a passé le concours sur une grande école à Paris, une école d'art, en fait, je me suis retrouvée dans un bain de gens déjà très présents, avec une identité forte, avec un bagage en fait personnel assez fort à exprimer. Et moi, je me sentais trop jeune, pas mûre, pas certaine. Enfin, il y a que des doutes. Et je savais pas quelle histoire raconter. Et c'est que à 35 ans passés que j'ai commencé à me dire mais peu importe l'histoire, peu importe ce qu'on va je veux dire quelque chose. Et la terre et le CAP et les collègues, enfin le monde des potiers m'a aidé à pouvoir m'exprimer par ce biais-là, par cette matière-là. Le travail de la terre, c'est des savoir-faire très anciens. Et malgré ça, on expérimente tous. On est tous à avoir ces petits réglages, ces réussites et ces échecs tout le temps en poterie, en céramique. En fait, chaque ouverture de four, c'est la loterie un petit peu. On a beau finir par savoir faire un petit peu, voilà, on se dit bon, ça va donner ça. En fait, on a toujours des surprises parce qu'il y a de la chimie, parce qu'il y a des tas de paramètres
d'hydrométrie qu'on peut pas maîtriser. Et c'est un lâcher prise, c'est une expérimentation constante. Donc c'est ça qui est super intéressant. Et on peut que être humble par rapport à cette technique en fait. Donc ça m'a plu. Je trouve important de faire, déjà d'être connu dans notre environnement local, de défendre aussi et de montrer l'artisanat d'art. C'est un métier, c'est un maillon du territoire qui est important. Je trouve ça important de présenter mon travail localement, d'être présente sur le marché des artisans d'art à Lyons-la-Forêt, de faire un événement, là, les métiers d'art à l'abbaye Fontaine-Guérard. J'ai mis des petites pièces aussi un petit peu chez Laure et Paul. Je trouve ça important de faire partie d'un réseau local et de travailler main dans la main, puis de montrer son travail. Souvent les gens, par exemple, quand je fais un marché localement, ils disent « Ah, mais oui, je passe devant le panneau, je me demandais ce que c'était. » Et donc ils mettent un visage, ils mettent des créations sur un panneau qu'ils voient quotidiennement. J'aurais aimé pouvoir participer à un lieu avec différents artisans, pouvoir louer un espace pour créer une sorte de petit pôle en fait d'artisans. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui serait chouette de faire dans la vallée, un regroupement d'artisans et de mettre les synergies ensemble et en fait aider aussi parce que c'est difficile comme métier. On doit tout faire, on est assez seul, on doit créer son réseau. Ça prend du temps, c'est long, ça demande énormément d'énergie. Et du coup, d'être à plusieurs, ça peut déjà gagner en visibilité, gagner en attractivité, gagner en dynamique en fait, en relationnel. On sait pas l'avenir, il suffit qu'un lieu s'ouvre ou il y a un endroit un peu vide et on se dit on sait pas quoi en faire. On va faire appel à des artisans, bah oui, avec plaisir. Après, moi, dans le projet que je voulais proposer, c'était un lieu de vie aussi. Parce qu'en fait, mon métier de bibliothécaire, c'est aussi un métier, enfin, voilà, je suis toujours bibliothécaire dans l'âme. C'est-à-dire faire vivre un lieu culturel, d'échange, faire venir des gens et proposer un lieu où les gens puissent investir et passer du temps, des échanges, de la transmission. Enfin, c'est quelque chose qui m'anime toujours et je pense que localement, c'est pas forcément une énième boutique de créateurs qui serait bien pour la vie locale. Donc, je parle pas forcément mais ça peut plaire aux touristes aussi. Mais localement, pour la vie locale, c'est un lieu de vie. Vraiment proposer un lieu de vie créatif. Maintenant que je suis artisan, je me dis que c'est aussi l'artisanat peut aussi amener ça, amener un lieu d'échange, de rencontre et un temps où les gens peuvent venir se poser limite avec un café et c'est vrai que au sein de la vallée, dans un environnement plus rural, où ça peut être un lieu convivial, créatif et multiple aussi. On peut imaginer plusieurs artisans, plusieurs types d'artisanat, de création, d'ateliers, des expos, voilà, c'est quelque chose qu'on peut créer en fait. Ça peut permettre aussi l'éducation à l'artisanat d'art et l'éducation à la création, à la culture, sur les salons métiers d'art, c'est la création qu'on propose, les techniques, les savoir-faire, les matériaux, tout ça a un prix. Le public qui vient voir les métiers d'art, c'est un public qui est, on va dire, conscient des choses et qui est éduqué à l'artisanat d'art, qui est éduqué à la création, au temps que ça prend, aux matériaux, aux cuissons, à tous les coûts impactés, au fait que on a les déclarations, l'URSSAF, le lieu, les charges en fait qui s'ajoutent. Et en fait, c'est pas un loisir, c'est un travail passion. Mais quand on dit passion, c'est un peu, passion du Christ, c'est-à-dire que c'est à la fois c'est génial, mais même dans la souffrance, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'empêcher de faire ça, de faire ce métier, de faire cette création, malgré les souffrances que ça entraîne aussi. C'est un très grand plaisir, une très grande liberté, et en même temps c'est énormément d'échecs, énormément de doutes. Donc c'est vraiment la passion dans toute l'ambivalence et tout l'excès. Et en fait, il y a un vrai travail d'éducation à la création
métier d'art. Et je pense que c'est aussi notre rôle de faire, de présenter ça, de faire ce travail d'éducation en fait. En tout cas de prendre conscience, de prendre conscience à comment on achète les choses, ce qu'on achète, parce qu'en fait c'est vrai, une tasse à café c'est 2 € en fait dans un magasin lambda. Un artisan potier, la tasse à café c'est 20 €, mais voilà, donc c'est un vrai cap en fait. Et donc il y a les mentalités de consommation, et c'est des tout petits, c'est-à-dire que dans mon stand, des fois il y a des enfants qui me disent c'est cher, parce qu'à hauteur de leur petit budget d'enfant, oui, parce que sont des matières aussi qui sont des matières, des cuissons, de l'énergie, tout ça on peut pas, c'est pas compressible, on peut pas aller à perte dans nos productions. Moi, je fais attention à la terre que j'utilise. Je me fournis donc en Normandie. Les matières premières des émaux, donc c'est des matières premières que j'utilise et que je mixe avec des minerais pour oxyde pour teinter mes émaux. C'est très difficile de trouver un sourcing précis, très difficile de trouver une filière verte dans ces matériaux-là. Malgré tout, on essaye d'avoir conscience des choses, d'utiliser avec le plus de parcimonie, faire attention à la manière dont on va nettoyer pour ne pas jeter de polluants dans l'eau courante. Voilà, c'est à notre petite échelle en fait, à ma petite échelle, j'essaye d'être le plus vertueux possible dans l'utilisation de mes matières et de mes produits. Donc tout ça, c'est aussi réfléchi. L'impact environnemental, c'est important d'avoir en tête aussi ça. Sur le recyclage, ça fait partie d'un grand volet de mon travail, qui ne se voit pas, mais qui est présent constamment dans mon travail. C'est quelque chose qu'on a à l'esprit, qu'on travaille, ça va donc acheter sa terre localement, élaborer des recettes d'émaux qui utilisent le moins de minerais possible. Moi, j'ai une palette restreinte parce que justement, je me restreins à l'usage de certaines matières, à l'usage de certains minerais, à l'usage de certaines couleurs, parce que ma conscience écologique entre guillemets me dit fais au mieux. Donc je m'interdis pas, mais je fais avec une palette restreinte de teintes, avec des recettes qui vont exprimer une couleur avec peu de matière. Et ça va du recyclage constant des terres. L'eau qui va dans mon évier ne va pas directement dans les égouts. J'ai des bacs de décantation. Et les bacs de décantation, ça permet de filtrer un maximum et de récupérer ce qui pourrait être nocif. Il y a des choses que je m'interdis, comme le barium, les trucs, enfin il y a des matières en fait qu'on peut utiliser en chimie pour les émaux que je m'interdis. Ça va aussi sur le fait que je crée des objets. Alors ça, c'est toute l'ambivalence, c'est-à-dire que on sait que le monde est surpeuplé d'objets. Pendant longtemps, je me suis dit, mais tu rajoutes des objets au monde, c'est pourquoi ? En contrepartie, mon stand, il est bricolé à partir d'objets récupérés en ressourcerie, que je refais vivre, que je réhabilite, que je détourne. De toute façon, j'aime les vieilles choses. J'aime les choses qui racontent des histoires, donc j'aime les choses anciennes. J'aime réécrire des histoires à partir d'histoires déjà vécues. Donc en fait, je fais mon stand comme ça. Mes sculptures, elles sont vues comme étant aussi un moyen de redonner vie à des objets des gens. C'est-à-dire que mes sculptures sont posées sur des livres. Les livres ne sont pas fournis avec les sculptures. En fait, j'invite les gens à raconter leur propre histoire avec ma sculpture. C'est-à-dire qu'ils vont mettre en avant leurs livres. Soit c'est des livres parce que l'histoire leur a plu, soit c'est des livres parce que ils l'ont hérité de quelqu'un leur a donné, leur grand-mère, un grand-père a donné un livre et c'est un livre cher à leur cœur et du coup, ils peuvent le mettre en valeur comme ça. Soit c'est simplement une couverture qui est très jolie et ils adorent parce que moi la première des fois c'est juste la couverture qui va me plaire dans un livre. Donc au final mes sculptures elles sont un prétexte pour redonner une vie à des livres dans nos bibliothèques. Donc en ça je me dis
je crée un objet, mais c'est un objet qui va servir aussi à remettre en lumière un objet existant, surtout que les livres qu'on possède et qu'on veut mettre en avant, voilà, on le peut, on doit le faire, et c'est des mises en scène, sont des mises en scène. Et mes sculptures sont des prétextes aussi à des mises en scène pour les livres des gens. C'est comme ça que je me dis, bon, je rajoute des objets, mais c'est des objets qui racontent des histoires. Il faut bien toujours raconter des histoires. Et en plus, ça peut permettre de sauver des livres. Et il y a la consommation, effectivement, le consommateur, la personne qui va adopter. Alors moi, je vends on va dire mes clients, entre guillemets, ils n'achètent pas, ils adoptent. Les sculptures ont un certificat, c'est comme une sorte de certificat de naissance, un certificat d'authenticité, puisque ce sont des pièces uniques. Donc elles sont livrées avec un croquis, une signature, un logo, enfin bon, un certificat d'authenticité, un nom, elles sont nommées. Elles ont comme un certificat de baptême. Et en fait, les personnes qui adoptent mes pièces, ils le pensent pas en consommation rapide. Ça va être d'une consommation durable, c'est-à-dire qu'ils vont l'accrocher, ils vont le penser pour quelqu'un, pour eux, pour une mise en scène particulière. C'est des objets qui vont se transmettre aussi. Les sculptures, on va dire, elles pourront être données. C'est un objet qu'on peut se transmettre. En céramique, on fait des objets qu'on peut détourner de son usage. On peut faire, par exemple, un objet et l'utiliser complètement différemment. En fait, on peut en faire ce qu'on veut. Ça va dehors, ça va dedans, ça tient l'eau, le lave-vaisselle. C'est ça qui me plaît avec cette matière, c'est elle va nous survivre. Alors, pour être céramiste, il faut de la patience, ce que je n'ai pas beaucoup, ce que j'ai assez peu, et c'est ce qui me fait travailler beaucoup, la patience. Il faut s'accrocher beaucoup parce que l'échec fait partie du processus de création en céramique. Il faut un grand lâcher prise parce qu'en fait, on ne peut contraindre la terre au-delà de ce qu'elle a envie de nous donner. Il y a des jours ça va marcher, des jours ça va pas marcher. Il y a des fours ça va fonctionner, il y a des fours ça va être une catastrophe. Il y a des pièces qui vont exploser alors qu'on a pris toutes les précautions. Il y a des teintes qui vont être fades alors qu'on a la même recette que d'habitude. Enfin voilà, il y a beaucoup d'écueils et de surprises. Donc il faut du lâcher prise parce qu'en fait souvent ce sont quand même des belles surprises. Il faut pouvoir apprécier le rendu au-delà de ses attentes. Et donc, ça demande un recul qu'on acquiert petit à petit. Aussi, écouter la terre, dans le sens où, par exemple, je vais faire une sculpture d'un personnage debout. Ça va pas tenir, elle va s'affaler et je vais la remonter une fois, deux fois. Et puis, à un moment, faut dire, bon, bah, tu veux être assise. Donc, je mets une cale. Et je finis la sculpture en la faisant assise. Et en fait, c'est là où j'ai eu le plus beau plissé de robe. C'est avec cette sculpture-là. C'est parce qu'en fait, elle ne tenait pas, elle voulait pas rester debout, alors que la plupart du temps, ça fonctionne sans problème. Celle-ci n'a pas voulu être debout. Bon, bah, j'ai dit d'accord, on va faire autrement. Tu vas être assise. Donc, je l'ai terminée assise. Et effectivement, quand je veux faire un personnage assis, le plissé n'est jamais aussi beau que cette fois-là. Les potiers diront oui, il y a des jours, en fait, on va se mettre autour, on va pas y arriver. Ça, on va pas être centré, on va pas être, ça va pas le faire. Donc, faut recommencer un autre jour. Voilà, ça demande de la persévérance, de la ténacité, de la patience et de l'expérience. Mais ça vaut la peine parce que c'est une matière qui nous surprend. Et puis c'est un toucher fascinant en fait. Ma pratique a évolué parce qu'en fait, en sortant de formation, par exemple, j'étais timide sur la sculpture. J'en faisais plus pour moi de mon côté et je proposais des objets utilitaires, des tasses, des plats, des boîtes, parce que les boîtes, j'en fais encore. C'est vrai que les boîtes, il y a un côté mystérieux dans les boîtes. C'est les boîtes à secrets, les boîtes à trésors, les boîtes à bonbons, il y a un côté... c'est la boîte de Pandore. Il y a tous les mots, comme il y a tous les trésors. Voilà, donc c'est la boîte a une symbolique qui me plaît et j'en fais encore. Non, je faisais de l'utilitaire et ça me correspondait assez peu. Et en fait, j'ai commencé à proposer timidement des sculptures et c'est par le retour en fait positif
des personnes que je me suis dit bon, je vais peut-être pouvoir en proposer davantage. Donc j'ai fait plusieurs sculptures. Le problème des sculptures, c'est que les sculptures, ça prend du temps, c'est des pièces uniques, ça a un coût. C'est de l'art, donc ça a un coût qui est pas négligeable. J'essaye de pas être très excessive en termes de coût, mais pour en vivre, enfin voilà, une sculpture, c'est 250 €, 300 €. Faut déjà les sortir, j'en ai conscience. Je suis la première à avoir du mal. Enfin voilà, faut pouvoir investir dans une sculpture. Mais une sculpture, c'est pas n'importe quel objet. On l'adopte, on la garde, on la transmet. Donc au final, c'est un bijou pour soi et sa maison. Donc les personnes qui m'ont adopté des sculptures m'ont soutenu en fait et m'ont incité à me dire que oui, je peux continuer à écrire mes histoires. Elles sont bien reçues, bien perçues, elles vivent avec les gens, ils les mettent en scène. J'aime bien recevoir des petites photos de la sculpture en place, quand elle a trouvé leur place chez les gens. Donc c'est toujours chouette de voir les mises en scène des gens, comment ils se l'approprient. Et en fait, petit à petit, du coup, mon stand, j'ai commencé à faire de moins en moins d'utilitaires, de plus en plus de sculptures, des sculptures avec différentes tailles, différentes collections pour avoir différents prix. Parce que voilà, c'est un ensemble de choses. Et c'est vrai que maintenant, je n'ai quasiment plus d'utilitaires. En plus, je n'en vends pas. Sur un stand, je vais pas forcément vendre beaucoup de tasses si j'en ai, donc autant faire des choses qui me plaisent, qui me parlent et raconter des histoires. Donc maintenant, je ne fais quasiment que ça. Donc des objets décoratifs, encore un petit peu d'utilitaire de peintre avec des palettes, mais ça sera sur des mini-collections, sur des temps très précis, et puis voilà. Et comme je suis quelqu'un qui peut comment dire, j'aime toujours créer et me renouveler. Je m'interdis pas de revenir un jour sur une petite collection d'utilitaires ou sur une... Voilà. Je ne me mets pas de frein à ce que je crée. Merci pour votre écoute. On se retrouve prochainement pour une nouvelle pépite en Lyon Sandel. D'ici là, retrouvez l'intégralité du reportage et plus encore sur le site cdcla.fr et les réseaux sociaux Facebook et LinkedIn de Lyon Sandel. À très vite!